Addiction Rébellion, épisode 10. Garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne jamais devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer, et que la seule façon sûre de ne jamais replonger, c'est de ne pas recommencer. Cette phrase, nous l'expliquons petit à petit. Salut à toi, c'est Sophie. Aujourd'hui, c'est lundi. Bienvenue dans l'épisode 10 de Addiction Rébellion, un podcast pour faire le point sur tout ce qu'il faut savoir avant de commencer un sevrage. Ce podcast est un partage citoyen, un retour d'expérience sur un vécu assez dense, et il ne se substitue en aucun cas à une prise en charge médicale. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast et que tu tombes par hasard sur l'épisode d'aujourd'hui, je te conseille d'arrêter ton écoute maintenant et de recommencer par le premier épisode, qui s'appelle Addiction Rébellion pour commencer. Je te mets le lien vers cet épisode sous l'audio. Les épisodes 1 à 9 abordent des notions qui permettent de comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Et puis dans l'épisode 1, je t'explique qui je suis et pourquoi je me permets de te parler d'addiction. Alors rendez-vous à l'épisode 1 et bienvenue à la case départ. Si tu n'es pas nouveau et que tu suis la progression depuis le début, je te rappelle que même si tu devines en avoir compris assez, pense à bien écouter les 15 épisodes de la playlist Libération, pour ne pas louper un truc important et pour vivre une abstinence durable et sereine. Aujourd'hui, je vais te parler de ce qui va se passer pendant ta période de sevrage. Ta période de sevrage va commencer au moment où tu vas décider que c'est terminé. Et elle prendra fin quand tu te sentiras mieux, que le manque aura disparu, et que tu te rendras compte que tu peux parfaitement vivre ta vie sans la substance ou le comportement addictif. Je vais t'expliquer les étapes de cette période et pour commencer, je vais te parler de l'étape qui précède ta décision d'en finir, de te libérer, de changer de vie. Avant de te décider à te lancer, il est important que tu sois au clair avec tout ce que je t'ai expliqué dans les épisodes qui précèdent. Il est nécessaire que tu aies bien compris ton addiction. Tu seras mieux équipé quand tu auras compris que tu n'es pas victime d'une dépendance, que compulser sans avoir le contrôle ou que consommer sans réussir à ne pas le faire n'est ni un plaisir bien mérité, ni une habitude. Que le comportement ou la substance que tu laisses derrière toi n'est ni un désir, ni un besoin vital, ni un réconfort, ni une consolation, ni un moment de détente ou un soutien, encore moins une béquille. C'est vraiment indispensable que tu aies bien compris tout ça. Si dans ta tête traîne encore quelque part la croyance que tu vas te priver de quelque chose qui t'apporte un mieux et que la vie sans ta substance sera moins chouette, tu dois réécouter certains épisodes. Et si tu coinces malgré tout ton travail sur toi, il faut me demander de creuser les notions sur lesquelles tu coinces. Il est important que tu aies compris que quel que soit ton tempérament, ta manière d'être, ton vécu dans ton passé ou ton intelligence, ton addiction n'est liée à aucun défaut de ton intellect, de ton caractère ou de ta personnalité, à aucune faiblesse de volonté et à aucun accident de parcours dans ta vie. Même si tu as vécu des trucs effroyables, tu consommes parce que la substance que tu consommes est addictogène, avant toute autre explication. Bien sûr qu'en ayant vécu des trucs terribles, tu fais tristement partie des statistiques qui montrent qu'une proportion importante d'addicts sont des personnes qui ont vécu des traumatismes lourds au cours de leur vie, en particulier pendant leur enfance. Bien sûr que les gens qui ont des choses à oublier sont plus enclins à basculer dans les addictions. C'est vrai que les problèmes d'addiction se retrouvent très souvent chez les personnes qui ont été malmenées par leurs proches ou par la vie. C'est indéniable. Et c'est quelque chose dont je parlerai en détail dans l'épisode Addict Profiler, les ingrédients de l'addiction, dans la playlist Société, que tu écouteras quand tu auras terminé cette playlist en entier. Bien sûr que les fracas de la vie sont des facteurs qui maximisent les chances de déclencher des addictions. Mais nombre d'ex-enfants traumatisés n'y sombrent pas, et un tout aussi grand nombre de personnes qui n'ont pas été lourdement traumatisées développent quand même des addictions. Ainsi, même si tu as derrière toi un passé chargé de traumas, c'est important que tu remettes les choses à leur place et que tu comprennes très clairement que tu consommes d'abord parce que la substance est addictive. Ton trauma t'a fragilisé, en ceci qu'il t'a tenu éloigné d'un mode de construction sécure, mais ce n'est pas ton trauma qui te fait consommer, c'est la substance. À l'inverse, si tu n'as pas de fracture dans ton passé, si tu as eu une famille aimante, entourante, validante, et que malgré tout tu es tombé dans une addiction et que ça te fait culpabiliser, tu peux cesser de culpabiliser, parce que ce n'est pas à cause d'un défaut dans ta personnalité. Tu consommes avant tout à cause de la substance. Ceci est vraiment un point important sur lequel je crois que je n'insisterai jamais assez. Tu consommes parce que ton produit ou ton comportement est addictogène. C'est la raison numéro 1. Il pourrait même n'y avoir que celle-là,
elle suffirait. Donc avant de commencer ton sevrage, je t'invite à lister toutes les raisons pour lesquelles, jusqu'à l'écoute de ce podcast, tu croyais consommer. Liste-les par écrit, reprends-les une par une et remplace-les par la phrase « Je consomme parce que ce produit est addictif ». Je te donne l'exemple en listant pour toi toutes les raisons que je tenais pour responsables de mon addiction au tabac. Je me disais « Je fume parce que j'aime bien fumer ». Je fume parce que mes 2 parents étaient fumeurs. Je fume parce que ma mère a fumé quand j'étais dans son ventre. Elle a fumé dans la cuisine, dans le salon, en voiture, et elle m'a habituée à la nicotine depuis mon plus jeune âge. Je fume parce que c'est mon seul vrai moment de détente. Quand je me pose avec mon clope, je n'autorise personne, enfant ou autre, à venir me déranger pendant cette pause de 5 minutes. J'ai besoin de ce petit moment à moi. Je fume parce que je suis stressée et surmenée et que ça me fait du bien. Je fume parce que je fais ce que je veux et que j'ai horreur qu'on me dise quoi faire. Je fume parce que mon conjoint fume aussi. C'est important d'ouvrir les yeux avec le plus de clairvoyance et d'honnêteté possible pour comprendre cet exercice. Ce qui est crucial à comprendre ici, c'est que même si certains de ces arguments qui me passaient par la tête étaient parfaitement vrais, même s'ils te semblent logiques, et même si, en effet, ils pouvaient constituer des paramètres influençants, il est nécessaire de replacer la charrue avant les bœufs et de remettre les responsabilités dans l'ordre. Je te montre comment faire. Je reprends ma liste et voilà comment je la relis. Je fume parce que j'aime bien fumer. Non. Je fume d'abord parce que la nicotine et le sucre, c'est un combo ultra addictif. Je fume parce que mes 2 parents étaient fumeurs. Non. Je fume d'abord parce que la nicotine et le sucre, c'est un combo ultra addictif. Je fume parce que ma mère a fumé quand j'étais dans son ventre, elle a fumé dans la cuisine, dans le salon, en voiture, elle m'a habituée à la nicotine depuis mon plus jeune âge. Non. Je fume d'abord parce que la nicotine et le sucre, c'est un combo ultra addictif. Je fume parce que c'est mon seul vrai moment de détente. Quand je me pose avec mon clope, je n'autorise personne à venir me déranger pendant cette pause de 5 minutes. J'ai besoin de ce petit moment à moi. Non. Je fume d'abord parce que la nicotine et le sucre, c'est un combo ultra addictif. Je fume parce que je suis stressée et surmenée et que ça me fait du bien. Non. Je fume d'abord parce que la nicotine et le sucre, c'est un combo ultra addictif. Je fume parce que je fais ce que je veux et que j'ai horreur qu'on me dise quoi faire. Non. Je fume d'abord parce que la nicotine et le sucre, c'est un combo ultra addictif. Je fume parce que mon conjoint fume aussi. Non. Je fume d'abord parce que la nicotine et le sucre, c'est un combo ultra addictif. Tu vois ce que je veux dire ? Je t'invite à le faire pour ta liste et pour ta substance, ou pour ton comportement. Cet exercice est important pour 2 raisons majeures. Premièrement, il permet de remettre les trucs dans le bon sens et de garder en tête où se trouve le problème. Dans mon cas, l'immense majorité de mon état de stress chronique était liée au tabac lui-même, parce que le tabac c'est une drogue extrêmement stressante. Mais je l'attribuais à ma charge parentale, professionnelle et conjugale. En cessant de fumer, devine quoi ? Ma charge parentale, professionnelle et conjugale n'a pas du tout diminué. Elle était réelle, mais mon stress ressenti, oui. Et j'ai d'ailleurs pris d'autres décisions en sortant de ma roue de hamster. Deuxièmement, chacun des arguments de ta liste pourrait aussi mettre en lumière un travail important qu'il serait bon de mener un jour si tu désires aller plus loin dans la connaissance de toi et dans ton goût de vivre. Avant de commencer ton sevrage, tu dois avoir compris ce qu'est une addiction et comment elle fait fonctionner ton cerveau. Ça aussi, ça doit être très clair. Il n'est pas inutile de bosser la question comme tu le ferais si tu devais apprendre quelque chose de nouveau, une autre langue, un instrument de musique, un pas de danse, la prise en main d'un outil, le fonctionnement d'une machine dont tu as besoin. N'hésite pas à fournir cet effort intellectuel de mémoire et d'apprentissage pour bien l'ancrer en toi. Une addiction, c'est une dérégulation physiologique, nerveuse et cérébrale, causée par une substance ou un comportement qui ont déréglé tes circuits naturels. C'est un dysfonctionnement qui s'aggrave progressivement et qui provoque peu à peu des sensations de manque et d'obsession très désagréables, qui provoque des compulsions incontrôlables et qui finit au bout d'un temps incertain par provoquer d'autres maladies ou divers problèmes graves causés par le poison. Ce dysfonctionnement, qui te fait osciller du manque à la compulsion et qui t'empêche l'accès à d'autres choix, s'entretient par la compulsion répétée et s'aggrave au fur et à mesure de la répétition des compulsions. Mais il s'arrête et se soigne en cessant toute consommation. C'est important que tu saches tout ça un peu par cœur, quoi. Et c'est important pour 2 raisons. D'abord, ça te met au clair avec le truc, pour toi-même. Tu sais dans quoi tu es et ce que tu dois faire. Et deuxièmement, ça va t'aider aussi à être au clair vis-à-vis des autres. Parce que pendant ton sevrage, tu vas rencontrer des gens qui vont te poser des questions, qui vont t'expliquer que eux-mêmes
ou quelqu'un qu'ils connaissent n'a pas réussi et a rechuté, ou qu'eux-mêmes continuent de consommer mais qu'ils ne sont pas addicts et qu'ils arrêteront quand ils voudront. Il y en aura peut-être même pour te demander si tu es sûr et qui t'offriront une dose. Dans tous les cas, si tu es au clair avec ce que tu es en train de réformer en toi, tu seras imperturbable. Ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut avoir bossé un peu avant de te décider à te mettre en sevrage. Pour ne jamais oublier ce qu'est une addiction, tu peux garder en mémoire l'image que toute addiction à quoi que ce soit est une pente, et que celui ou celle qui consomme se trouve quelque part sur cette pente, qu'il ne sait pas trop où exactement, qu'il est en train de glisser doucement, plus ou moins consciemment, et qu'il ne sait pas ce qui l'attend plus loin. Un autre truc sur lequel ce serait pas mal de cogiter à partir de maintenant, c'est comment tu vas te fabriquer ta bulle. En fonction de tes consommations et de la sévérité de ton addiction, elle est peut-être très légère, elle n'a peut-être pas forcément besoin d'être complètement imperméable, mais peut-être que si. Personnellement, quand j'ai arrêté de fumer, je n'ai pas eu besoin de m'isoler plus que ça. Je me suis tenue à l'écart des fumeurs pendant quelques jours, et puis j'ai évité les lieux clos en fumée pendant quelques semaines. Je me suis tenue à l'écart des pauses clopes de mon conjoint de l'époque. Voilà l'idée, quoi. Si tu arrêtes de boire, évite les bistrots, les apéros et les buffets, les premiers temps. Refuse les invitations et ne reçois pas pendant 3-4 semaines au moins, quoi. Pour les drogues illicites, tu vas peut-être avoir besoin d'une bulle mieux gardée que ça. Quand j'ai recueilli mon proche, j'ai commencé par l'installer dans une chambre dans mon appart, au calme, dans un village mort et paumé, non desservi par un quelconque transport en commun, et assez loin d'une bourgade plus importante. Et c'était bien pratique, parce que, non conducteur, au moins les premiers temps, il n'avait pas l'énergie de s'y rendre seul à pied. C'est, je crois, super important que l'addict en sevrage de produits très addictifs et très nocifs puisse s'isoler provisoirement du reste du monde. En tout cas, du reste du monde qu'il a pris l'habitude de fréquenter. Il a besoin non seulement d'un cocon et de temps pour passer les premiers temps du sevrage, qui sont un peu difficiles, pour récupérer un peu, mais il a aussi besoin d'une coupure franche avec son ancien mode de vie. Sinon, il se peut qu'il n'ait pas la force de résister aux tentations quand elles sont encore à sa portée. On se tourne vers la drogue avant tout parce qu'elle est à portée de main. Et on la quitte en la mettant hors de vue. C'est la base, je pense. Bien sûr, à terme, un ancien addict doit être assez clairvoyant, assez reconstruit et assez assagi pour ne pas se laisser retenter par la substance, même s'il la voit passer sous ses yeux. Moi, j'aime encore rouler les cigarettes des autres, pour le simple jeu de les faire tenir debout sur le filtre. Et ça ne m'a jamais donné envie d'en refumer. Je prépare le café pour les autres. Je fais des tiramisus auxquels je ne goûte pas. Je vois parfois passer du cannabis et je trinque avec mon verre d'eau pétillante, et je ne suis jamais perturbée par tout ça. Alors à terme, c'est l'idéal, mais dans les premiers temps du sevrage et des débuts de l'abstinence, c'est très très compliqué de ne pas sombrer. Il est beaucoup plus facile de faire son chemin en étant complètement isolé de tout ce qui pose des difficultés. Maintenant, je vais te préparer à ce qui peut t'arriver. Tu vas te débarrasser de tout ce qui concerne ta consommation, de près comme de loin. Les outils nécessaires pour en prendre, tire-bouchon, décapsuleur, briquet, cendrier, vape, chargeur, recharge, réserve de produits, petite boîte où tu planques ta substance, etc. Dans toutes les pièces, dans ta voiture, à ton travail, dégage tout, ne garde rien. Même si tu y tiens, même si c'est un cadeau, on t'a offert, ça coûtait cher, même si c'est du gâchis, tu viens d'acheter ce pot ou ce pack, jette, sans regret. Tu as déjà tellement dépensé d'argent en pure perte, tu n'es plus à 100 balles près, et tous les arguments qui se présenteront pour t'empêcher de te séparer de ce poison seront déjà des manœuvres de ton cerveau des addictions qui voient venir le truc et qui anticipent un état de manque. Toi, tu changes de route, et dans tes bagages, il n'y aura ni drogue, ni attirail pour en consommer. Sur ton chemin vers la libération, je vais éclairer 2 endroits très importants. Tu vas vivre des trucs au niveau physique, c'est-à-dire au niveau physiologique, biologique et sensoriel, et des trucs au niveau mental, émotionnel et psychique. Je commence par te décrire ce qui t'attend sur le plan physique. Les quelques premiers jours, si tu as bien suivi tous les épisodes de ce podcast, normalement, tu peux deviner ce que tu vas expérimenter. Tu vas traverser quelques journées de stress, d'inconfort, d'instabilité. En un mot, quelques journées de manque physique. À partir du moment où tu auras consommé ta dernière dose, ton corps va commencer à éliminer la substance, pour la dernière fois. Quand il aura terminé ce travail, il va se passer 2 choses. Tes récepteurs synaptiques vont se retrouver vides et tu vas expérimenter un inconfort. Tes circuits dysfonctionnels vont s'enclencher et te pousser à consommer pour éliminer l'inconfort que tu ressens. Mais tu ne vas pas consommer. Ton inconfort va aller en grandissant parce que ton cerveau des addictions va répéter son appel. Et comme tu ne vas pas consommer, il va le répéter souvent et de plus en plus fort. Au lieu d'y répondre, tu vas continuer de ne pas consommer.
Tu vas regarder en arrière et tu vas te dire « Ok, je me sens mal, mais il faut que je tienne le coup. Ça va être tendu un jour ou deux, mais en tenant fermement la barre, après, ça ira bien et je ne ressentirai plus jamais ce que je suis en train de ressentir. » Ça, c'est fondamental. Je vais t'inviter à remarquer, tu peux même noter tout ça quelque part. Je vais t'inviter à remarquer ce que tu ressens exactement quand le manque devient présent, quand il est détectable, quand il est obsédant. De la colère, du stress, une frustration, une tristesse, un dégoût, de l'angoisse, de la peur, une panique, de l'irritation, de l'accablement, détresse, découragement, des idées fixes, rumination, envie de tout péter. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Tout ce que tu ressens à cet instant précis va quitter ta vie pour toujours. Ça va partir avec le manque. Tu le ressens parce que ce sont les effets déclenchés par ta dernière dose. Une fois que ton cerveau aura relancé sa chimie biologique naturelle, ces sensations désagréables vont disparaître. Je ne dis pas que plus jamais de ta vie, tu ne ressentiras colère, stress, frustration ou détresse. Mais lorsque ça arrivera, ce sera une vraie émotion, associée à quelque chose qui se passe dans ta vie. Ce ne sera pas une sensation qui se déclenche à chaque descente de produit. Et tu ne ressentiras plus jamais cette urgence à la combattre à tout prix. Non seulement tu vas cesser de ressentir le manque de ton produit, mais tu vas cesser de ressentir tout le mal-être dans lequel tu te trouves au plus dur du sevrage. Car les tout premiers jours, c'est le moment le plus dur du sevrage physique. Il y a un petit moment d'inertie avant que ton cerveau retrouve le chemin de sa chimie naturelle. Car peu à peu, il va resécréter endorphines, sérotonine, ocytocine, etc. Et la pression va se relâcher. Savoir que le sevrage va te délivrer définitivement de toutes ces sensations désagréables doit être un moteur pour toi. Je t'invite à tout faire pour voir ton mal-être comme quelque chose de transitoire, comme un tremplin vers la libération et le soulagement. Ça t'aidera à garder ton cap. Il y a d'ailleurs un cap important à repérer pour le franchir. Au moment où c'est vraiment dur, où tu sens que tu vas flancher, que tu ne vas pas y arriver, ne flanche pas. Pour que tu comprennes ce qui se passe, je vais employer une image que je tire de la série Kaamelott. Quand le légionnaire Caius explique au roi Arthur que l'armée romaine est en pleine débandade. Arthur s'en étonne, car il a plutôt l'impression d'affronter des troupes beaucoup plus virulentes que d'habitude. Alors Caius lui répond « Le poisson qui agonise sur la berge remue plus que celui qui est dans l'eau. » C'est ce qui se passe dans ton cerveau des addictions. Il n'obtient pas sa réponse, et il a beau insister, tu ne prends pas le chemin qu'il t'indique. Alors il insiste, mais en fait, il est à l'agonie. Et c'est un très bon signe, parce que tu es sur le point de réussir le cap le plus difficile. Tiens le coup. Le moment le plus dur, c'est le moment où tu gagnes. Accroche-toi, soutiens-toi, parle-toi, encourage-toi. Tiens bon, tu es presque arrivé. Face à l'incertitude, ne sachant pas combien de temps tu vas être inconfortable comme ça, le temps peut te paraître long, et tu peux avoir peur de ne pas réussir à tenir assez longtemps. Tu peux te soutenir en découpant le temps en plus petites périodes. Des périodes de 24 heures par exemple. Ça, c'est une astuce des fraternités anonymes. Et ça fonctionne vachement bien. Aujourd'hui, je ne consomme pas. Tu peux même couper en plus petit. Ce matin, je ne consomme pas. Cet après-midi, je ne consomme pas. Ce soir, je ne consomme pas. Tu cherches juste à passer un cap. Après, tu vas voir, c'est tous les jours un peu moins difficile que la veille. Chaque jour qui passe est plus paisible. C'est au tout début que c'est très difficile. Ton corps va reprendre ses marques. Bien sûr, chaque sevrage sera différent pour chaque personne. Et je ne peux pas te dire si tu vas t'en sortir facilement, si tu vas en baver, si tu vas te sentir libéré en 15 jours ou en 2 mois. C'est une estimation qu'il m'est impossible de faire parce que la durée et la difficulté d'un sevrage dépendent de beaucoup de facteurs qui, combinés ensemble, fournissent une infinité de possibilités. En fonction de ce que tu consommais, de la chronicité de tes consommations, de l'âge que tu avais quand tu as commencé, de l'environnement dans lequel tu vivais alors, de l'environnement dans lequel tu vis aujourd'hui, de tes ressources actuelles, physiques, physiologiques, psychiques et relationnelles, de ton tempérament, de ta constitution, de ton caractère, de ton fonctionnement émotionnel, de ta connexion à ton corps, de la façon dont tu as compris et intégré cette méthode, du niveau de ta motivation, etc., etc. À cause de tout ça, j'ai envie de te dire, un addict, un sevrage. En ce qui me concerne, j'ai arrêté le tabac et l'alcool assez facilement. Ça m'a surprise. J'explique ça par le fait que j'ai commencé à consommer tardivement et que je consommais régulièrement, mais peu. En revanche, chacun de mes sevrages café ont été terribles. J'ai commencé à consommer vers 14 ans et j'en consommais vraiment beaucoup. Mes symptômes de sevrage ont été redoutables. Je sais que j'ai peut-être l'air ridicule comme ça, mais c'est vrai. Insomnie, réveil nocturne, cauchemar, migraine, épuisement, transpiration, idées fixes, idées noires, rumination mentale, abattement, humeur dépressive,
J'étais à ramasser à la cuillère et ça se voyait sur mon visage. À chaque fois, ça a duré 3 semaines. J'ai tenu le coup parce que je savais que ça passerait et qu'ensuite je me sentirais bien. Mais heureusement que j'en étais pas à mon premier sevrage. Viser l'après m'a aidé à tenir le coup. Bon alors, a priori, si tu consommais de l'héroïne, prépare-toi bien et entoure-toi, parce que tu vas en baver. Le sevrage héros, il est faisable, mais il est très pénible. Bon, mais si ça se trouve pour toi, pour 1000 raisons, ben ça va passer, hein. Je ne sais pas, tu verras. Si tu consommais beaucoup d'alcool, et cela depuis longtemps, ne commence pas un sevrage tout seul. Ne t'isole pas, c'est dangereux. Tu as besoin d'une assistance médicale. Je sais, c'est une démarche, c'est pas forcément facile à entendre et à accepter, mais tu ne le regretteras jamais. Si tu consommais des antidouleurs qui au départ t'avaient été prescrits et que quand tu les diminues, tes douleurs reviennent, tu ne supporteras peut-être pas d'avoir mal assez longtemps pour laisser ton organisme reprendre son fonctionnement naturel. Tu auras peut-être besoin d'une aide médicale aussi. Ne te mets pas en difficulté. Ça ne te coûte rien de franchir la porte d'un centre d'addictologie pour obtenir des conseils. Tu seras accueilli par des experts qui vont vouloir t'aider et qui vont mettre à ton service tout leur savoir-faire. Pour des sevrages plus légers, si tu redoutes la période, tu peux peut-être accueillir un proche pour t'accompagner ou te faire héberger chez quelqu'un qui ne consomme pas et qui accepterait de te réconforter et de te soutenir pendant ces premiers jours. Dans ce cas, explique-lui avant la démarche par quoi tu risques de passer. N'hésite pas à lui faire écouter cet épisode et le prochain. Un peu comme Ulysse qui avertit ses marins de ne pas le détacher quoi qu'il arrive, tu peux informer la personne qui accepte de passer ce cap difficile avec toi du meilleur rôle qu'elle va pouvoir tenir. Après, là, je t'ai présenté les cas de figure difficiles, mais tu peux aussi te sevrer dans ta vie quotidienne sans tracas ou mal-être majeur. Et même, comme ce fut le cas pour moi, à part pour mes sevrages café, où comme je te le disais, j'en ai bavé à un point difficilement croyable, ton sevrage peut s'accompagner d'une intense sensation de joie, de fierté, de soulagement. Ça dépend de tellement de paramètres. Entre le sevrage super difficile et le sevrage hyper cool, il y a autant de nuances que de personnes. Tu verras bien. Dans tous les cas, ne cède pas au chant des sirènes. Plus tu avances sur ton chemin, moins tu les entendras. Vers la fin, tu les entends fort parce qu'elles sont loin, alors elles crient. Mais au bout d'un moment, tu seras hors de portée et tu ne les entendras plus. Jamais. Un petit conseil. Note la date. Ton sevrage commence le jour de ta dernière conso. Dans quelque temps, tu seras fier de savoir que tu as arrêté de consommer à telle date. Ce sera ton petit anniversaire à toi. Enfin, j'attire ton attention à nouveau sur les symptômes désagréables que tu vas ressentir pendant ton sevrage. Bien sûr, ils te sont personnels, et tu ne ressentiras pas les mêmes qu'une autre personne dans la même situation que toi. Mais quand même, chaque substance a ses petites spécificités. Et il est intéressant de remarquer que les effets négatifs de ces premiers jours de sevrage, ce sont exactement les effets que tu cherchais à combattre en consommant. Tu vas découvrir que ce que tu cherchais à combattre était en fait provoqué par ta consommation. Et ça va finir d'éveiller ta prise de conscience. Je m'explique. Moi, je fumais pour me détendre, pour combattre le stress. Alors, micro-parenthèse, petite piqûre de rappel, en réalité, souviens-toi, je fumais d'abord parce que le combo nicotine-sucre, c'est ultra addictif. Mais dans mon cerveau des addictions, mon objectif, c'était la détente pour combattre le stress. Or, au plus dur du sevrage tabac, au moment où le manque devient difficilement supportable, la sensation la plus saillante, c'est le stress, l'irritation, l'énervement, la frustration, l'agacement, voire la colère. Parce que c'est ça que provoque le tabac. Je croyais fumer pour me détendre alors que le tabac me stressait. Tu vois la contradiction ? Celui qui boit pour se remonter le moral ingère une substance qui cause de la dépression sur le long terme. Autrement dit, plus il boit, plus il est déprimé. Et plus il est déprimé, plus il va boire, en croyant se remonter le moral. Le délire, quoi. Et tu peux toutes les faire comme ça. Le cocaïnomane veut se sentir le roi du monde, et il sniffe un produit qui détruit toute estime de soi, et qui rend complètement parano. Le fumeur de cannabis qui veut se relaxer et ouvrir sa conscience, fume un truc qui l'épuise et le vide de toute motivation. L'addict au réseau qui ne veut rien louper finit par passer tout son temps à ne rien faire du tout et à ne participer à rien, scotché comme un zombie devant un carré de pixels. Le joueur qui veut devenir riche perd tout son argent au jeu. Le râleur rumine pour se soulager du sentiment d'impuissance et de frustration que provoquent tous les aléas de sa vie, sur lesquels il n'a pas de contrôle, et il finit par tourner en boucle dans sa roue sans pouvoir se contrôler et en soumettant ses pensées à une frustration constante qui ne trouve jamais de fin. Le débiteur anonyme qui achète à tout va finit dépouillé par l'huissier qui lui prend tout pour rembourser une partie de ses dettes.
L'outre-mangeur qui ne rêve que de maigrir grossit sans jamais s'arrêter. L'anorexique qui veut garder le contrôle de son poids finit par perdre tout contrôle et par ne plus pouvoir s'arrêter de maigrir. L'addict à la vitesse au volant finit à vélo parce qu'il n'a plus de permis, etc., etc. Si tu réfléchis bien, c'est une super motivation pour arrêter une addiction, quelle qu'elle soit. Commence par réfléchir à ce que tu essaies d'obtenir de cette addiction et observe qu'elle te dirige à l'opposé total. Ceci va te permettre de comprendre que le secret pour atteindre l'objectif que tu espères vraiment, c'est l'abstinence. En cessant de fumer, je suis devenue beaucoup plus détendue que quand je m'interrompais toutes les 3 heures pour fumer mon clope détente. Voilà pour la partie physique. Je l'ai décrite de façon un peu pire parce que je ne sais pas qui tu es et je ne sais pas comment tu vas vivre le truc. Alors je vais pas te dire « T'inquiète, ça va te chatouiller 2 heures et c'est réglé ». Parce que dans ton cas, j'en sais rien. Ça peut piquer et durer quelques jours, mais ça peut être très facile. Si c'est difficile, accroche-toi, tiens bon, continue d'avancer, tu t'éloignes des sirènes. Pour passer ce cap, je te donne 2 derniers outils. Tu trouveras des séances de relaxation que je guide dans les épisodes de la playlist Outils. Ces épisodes peuvent t'aider à te détendre profondément. Le dernier outil que je te donne, c'est l'astuce que j'appelle « laisser reposer quelques minutes ». Dans la vie, il y a énormément de choses qui nécessitent qu'on laisse patienter quelque chose pendant quelques minutes. En cuisine, par exemple, dans un très grand nombre de recettes, si on veut que le plat que l'on s'apprête à servir soit meilleur encore, c'est important de couper le feu, de poser un couvercle et de laisser patienter 3 minutes avant de servir. Ce sera meilleur. Il y a des milliers de cas dans la vie où laisser reposer quelques minutes est une étape clé de la réussite. Quand tu prépares de la peinture, de la colle, une recette, une tisane, mais tellement d'autres gestes. La plupart du temps, c'est un repos bref qui ne semble pas si important. Et pourtant, c'est le détail crucial qui fait toute la différence. C'est l'astuce du pro qui sait faire et qui ne zappe cette étape pour rien au monde. Les plus impatients prennent l'habitude de s'occuper à autre chose pendant ce laps de temps pour ne pas risquer de s'impatienter et de gâcher ce petit moment important. Eh bien, tu es dans la même situation. Quand tu expérimenteras les désagréments du sevrage et que ton cerveau des addictions te lancera un appel, donne-toi quelques minutes, laisse reposer. Fais autre chose, occupe tes mains, mobilise ton corps, distrais ton esprit. Tu vas voir, d'ici 3 minutes, la pression sera supportable. Voire, tu seras passé à autre chose. Et un pas après l'autre, tu vas t'en sortir, de plus en plus vite et de plus en plus facilement. Si je peux te donner un conseil méthodologique à ce moment-là de ton sevrage, c'est celui de te donner de nouvelles habitudes. C'est le moment pour laisser celles qui ne sont pas bonnes pour toi et d'en prendre de nouvelles. Alors attention, tu te souviens de l'épisode 4 où on fait la distinction entre habitude et addiction? Et bien là, je te parle bien de mettre en place quelques habitudes nouvelles qui vont te soutenir. Peut-être boire un verre d'eau chaque matin au réveil. Peut-être lister 3 choses qui t'ont plu chaque soir avant de te coucher. Peut-être te garer à 5 minutes de ton travail pour marcher chaque jour un peu. Instaure 1 ou 2 habitudes saines, agréables et pas trop contraignantes pour toi. Ça va t'aider à éteindre les circuits de tes compulsions et à activer de nouvelles connexions. Si tu es intéressé par un épisode qui traiterait de nouvelles bonnes habitudes, mets-le en commentaire. Voilà. Il manque une petite touche à cette approche du sevrage physique. Cette dernière touche, elle est tellement importante que je lui consacrerai la plus grande partie de l'épisode numéro 13. L'épisode numéro 13 abordera le cas de l'addiction au sucre et le cas du cerveau qui semble nous piloter parfois comme des marionnettes. Cet épisode est hyper important pour toi, même si tu n'es pas concerné par l'addiction au sucre. Si toi tu souhaites te libérer de ton addiction aux dépenses compulsives, au smartphone, à la cocaïne ou au sport, écoute-le quand même en entier. Ce que je vais développer dans l'épisode 13 va servir à tout le monde, parce que c'est transposable à n'importe quelle addiction. Je t'en reparle donc très bientôt. J'espère que tu ne ronges pas ton frein. Je ne cherche pas à maintenir le suspense, mais comme ça ferait beaucoup trop long pour cet épisode, je t'expliquerai tout ça après l'épisode 11. Pour l'heure, maintenant que je t'ai parlé de ce qui va se passer dans ton corps, je vais me pencher sur ce qui va se passer dans ta tête. Et ce sera le sujet de l'épisode 11. Alors je te donne rendez-vous à l'épisode 11 et j'espère bien t'y voir. D'ici là, pense à laisser des commentaires, à poser tes questions, à liker, à en parler autour de toi, dans tes réseaux, à tes amis, au travail, à t'abonner pour soutenir mon travail et son référencement sur Internet. Comme toujours, tu peux trouver le lien vers le premier épisode dans la description sous l'audio. Et d'ici là, garde à l'esprit que la seule façon sûre de ne jamais devenir accro à quelque chose, c'est de ne pas commencer, et que la seule façon sûre de ne jamais replonger, c'est de ne pas recommencer. À bientôt. Bye bye.